indiqué comment, du point de vue de la France et au niveau européen, l'austérité nuit gravement à l'égalité entre les hommes et femmes et à la perspective de construire un avenir pour les nouvelles générations. On peut partir du rapport qu'avait produit en 2015, il y a 2 ans, l'ONU Femmes, qui est une instance de l'ONU qui étudie ces questions-là. Et selon ce rapport, les femmes étant plus dépendantes des services publics au quotidien et étant davantage représentées dans ces secteurs en termes d'emploi que les hommes, elles sont impactées de manière extrêmement négative par la poursuite des politiques d'austérité. Et ce rapport explique comment, à une époque de richesse substantielle au niveau des États, des pays, les femmes sont encore des millions à être reléguées dans les emplois peu rémunérés, de qualité médiocre, et qui ont vu leur explosion avec le développement des politiques néolibérales en France et en Europe, et qui vont être encore plus impactées par ces politiques. Un petit rappel, à l'échelle mondiale, le salaire moyen pour les femmes est de 24% moins important que celui des hommes. En Europe, on constate un écart un peu moindre de 16,4% selon les données de Eurostat en 2013, mais on va avoir des variations beaucoup plus importantes dans les pays. Par exemple, sur l'ensemble d'une vie, on constate en France et en Suède qu'une femme peut s'attendre à gagner 31% de salaire de moins qu'un homme, avec des hausses qui vont jusqu'à 49% pour l'Allemagne, par exemple. Donc ça, ces données, elles existent. On sait que les politiques d'austérité qui vont, comme ça a été dit un peu précédemment, centrées sur la restriction des services publics et le développement d'un emploi dit flexible dans un certain nombre de secteurs comme les services à la personne, comme la petite enfance ou les personnes âgées, vont cibler des secteurs qui vont être prédominamment féminins. En France, on a eu au cours des dernières années des politiques qui ont été menées dans le même sens que ce qui a été fait dans d'autres pays européens, qui ont ciblé du coup la baisse de la dépense publique et le développement d'un marché de l'emploi plus flexible pour soi-disant développer la croissance. Et on a vu l'explosion de ce que dénonce le rapport de l'ONU. Le nouveau gouvernement a continué ces politiques, et c'est particulièrement éclairant à la lumière de la loi d'ordonnance de réforme du Code du travail qui a été votée à l'été dernier, et qui marque un recul, une avancée encore plus forte dans cette flexibilisation, la dérégulation du Code du travail et l'impact justement négatif que cette politique va avoir sur les femmes et sur le recul de l'égalité femmes-hommes. Ce sont des associations, notamment féministes, un certain nombre de personnalités qui l'avaient déjà dénoncé au moment du débat sur la loi, dans une tribune adressée au gouvernement et au nouveau président Macron, par rapport à un certain nombre de dispositions de ce projet de loi. Il faut déjà aussi savoir que le nouveau gouvernement n'a pas jugé utile de créer ce que demandait un certain nombre d'associations, c'est-à-dire un ministère du droit des femmes et de l'égalité en tant que tel. On a dû se contenter d'un secrétariat d'État pour le faire. Symboliquement, c'était déjà aussi un marqueur de la moindre priorité que ces questions-là signifiaient pour ce gouvernement. Et puis surtout, matériellement, c'est un secrétariat d'État qui va avoir en moyenne son budget, qui était déjà très, très faible, amputé de 25% en fait de son financement. Donc on voit à la fois dans le symbole et puis dans la politique ou l'investissement, le peu d'investissement financier qui est mis, voilà, comment est-ce que la lutte pour l'égalité femmes-hommes est peu prise en compte par le gouvernement. Mais c'est encore plus grave du point de vue des politiques et des choix qui ont été faits en matière politique récemment, comme je le disais, sur la loi travail, les ordonnances pour la loi travail qui sont aujourd'hui légalement, qui peuvent se mettre en place en attendant que la loi soit ratifiée, mais ces ordonnances s'exercent.
Il y a plusieurs éléments en plus du fait que cette loi facilite les licenciements et détricote un certain nombre de lois. Il y a plusieurs points particuliers qui vont être particulièrement négatifs pour la bataille pour l'égalité professionnelle, notamment la question du droit d'expertise consacré à l'égalité femmes-hommes qui avait été instauré en 2015 pour aider les élus du personnel et les syndicats à identifier les sources d'inégalité entre les hommes et les femmes. Donc ce droit d'expertise, il était à la charge de l'employeur et ça avait été une des rares avancées dans le détricotage social qui a eu lieu ces dernières années. Et aujourd'hui, il a été mis à la charge des comités d'entreprise qui ont déjà un périmètre et les moyens moindres et dont on sait et on craint et on sait que c'est ça qui va arriver, le fait que les priorités de ces comités d'entreprise par rapport à tout l'ensemble en fait, de questions qu'ils auront à traiter ne sera pas et ne risque pas d'être sur le financement d'un certain nombre d'études et d'impact sur les inégalités. Les nouvelles ordonnances prévoient également que les employeurs ne soient plus sanctionnés en cas de non-respect d'une loi qui imposait des négociations annuelles sur l'égalité professionnelle femmes-hommes et obligeait en fait l'entreprise à fournir des données sur ces inégalités. Et donc maintenant, voilà, il n'y a plus de contraintes pour les employeurs de mener ces politiques. Sur la question du temps de travail, on a aussi je pense qu'on en reparlera, le principe de ces ordonnances qui consacrent l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire où les accords d'entreprise vont primer sur les accords de branche et vont pouvoir être négociés à la baisse, alors que jusqu'à présent, aucun accord d'entreprise ne pouvait être moins bénéficiaire que l'accord de branche. Et la loi étant la référence ultime, et on ne pouvait que améliorer les négociations à des niveaux inférieurs. Bref, aujourd'hui, avec le fait que c'est l'accord d'entreprise qui va prévaloir, et notamment dans les cadres des négociations d'entreprise, les temps partiels, qui vont concerner 90% d'entre eux des femmes, vont rentrer dans ce champ de négociation et pourront passer dans la négociation dans un rapport de force qui est moindre pour les salariés et notamment pour les femmes à temps partiel, dont une partie sont aussi des temps partiels subis. Et ces négociations pourront passer de 1 an, les accords qui ont lieu tous les ans, à 4 ans. Donc on passe d'une durée annuelle à une durée plus longue. Un autre champ de négociation sur les droits familiaux, c'est-à-dire la question des congés pour les enfants malades, les congés parentaux, la protection des femmes enceintes. Là aussi, on se retrouve renvoyé aux accords d'entreprise où le rapport de force est encore plus faible et où ce qui pourra être obtenu par les employeurs de fait peut déroger aux accords de branche et à la loi. Plus généralement, avec cette nouvelle loi et ces ordonnances, c'est en fait la disparition de toutes les instances qui existaient et qui permettaient en fait dans les entreprises de se battre au quotidien, notamment pour les droits des femmes, avec la réduction des instances de représentation avec les délégués du personnel et notamment les syndicats. Le cas par exemple des CHSCT, des comités d'hygiène et de sécurité qui étaient là pour alerter des conditions de travail dans l'entreprise. On voit que par exemple la question des violences sexuelles au travail, la question du harcèlement au travail va être moins prise en charge. C'est déjà une situation extrêmement grave. On l'a vu au cours des dernières semaines en France, où à la suite d'une affaire dont vous avez entendu parler sur le scandale de ce producteur américain et de ce prédateur sexuel qui harcelait dans l'industrie, il y a eu en France le lancement d'une campagne internet avec un hashtag
intitulé « Balance ton port ». Voilà, pour dénoncer le harcèlement sexuel subi par des milliers et des milliers de femmes aujourd'hui. Et on a vu, ce qui a révélé cette campagne internet, c'est que c'était dans tous les secteurs, et notamment dans le secteur professionnel, à tous les niveaux, que ce type de pratique de harcèlement arrivait. Aujourd'hui, ce qu'on sait en termes de chiffres, c'est qu'au moins 20% des femmes déclarent avoir subi du harcèlement sexuel sur leur lieu de travail, et aussi que la grande majorité de celles qui parviennent à porter plainte vont faire l'objet de procédures de licenciement et ne vont pas avoir gain de cause, en tout cas dans le cadre du travail. Donc on voit que c'est une situation endémique qui est connue, l'actualité l'a encore montré, et pourtant aujourd'hui en France, les ordonnances travail ont amoindri la capacité d'intervention des femmes pour défendre leurs droits, pour se protéger, y compris physiquement, des dangers qui arrivent dans l'entreprise. Et donc, voilà, donc, il y a au niveau du gouvernement une présentation un peu qui est contradictoire dans l'idée qu'il s'agit, avec ces ordonnances, de protéger les salariés, de protéger les femmes, et dans la réalité, on voit que la traduction, c'est justement moins de droits, moins de protection, parfois sur des questions qui ont été durement gagnées par des luttes. Un autre exemple, et là j'en reviens rapidement sur la question de la jeunesse, qui est un autre aspect et un autre secteur qui subit aujourd'hui l'impact négatif des politiques d'austérité. L'exemple de la jeunesse, je vais revenir rapidement sur le fait qu'on a une jeunesse qui est à la fois dans son processus de formation et dans l'emploi attaquée négativement par les politiques d'austérité. Dans la formation, ça date d'un certain nombre d'années avec la mise en place du processus de Bologne et le développement d'un enseignement notamment supérieur, une convergence au niveau mondial et européen vers plus de compétition dans l'enseignement supérieur, la mise en concurrence des établissements, la privatisation de l'école, parce que c'est aujourd'hui un marché pour tout un certain nombre de secteurs capitalistes dans lequel il s'agit de faire des étudiants, des clients, et de développer une école à deux vitesses. On l'a vu en France en 2007, notamment avec les lois d'autonomie des universités, là aussi qui consacraient ce processus, et dont l'impact, notamment en termes d'augmentation des frais d'inscription, se fait directement sentir négativement sur les étudiants. Et on a eu également une des traductions de ça, ça a été un certain nombre de mesures qu'on va voir accentuer aujourd'hui dans les annonces qui sont faites par le gouvernement. Dans la formation, on a cette fragilisation de l'accès au savoir, et puis dans l'emploi, on a le développement, et ça c'est le cas de l'ensemble des lois qui ont été menées et qui vont impacter les jeunes en particulier dans l'emploi. On a une précarisation en fait de la jeunesse, une mesure particulièrement symbolique pas juste symbolique, mais par exemple dans la loi, les ordonnances sur le code du travail, c'est le développement par exemple des contrats de chantier qui en fait sont une forme de précarité à perpétuer qui est instituée, avec moins de droits que pour les contrats à durée déterminée, qui avaient donné au moins la perspective d'avoir une prime de précarité, et puis beaucoup moins de droits que des CDI, des contrats à durée indéterminée, qui garantissaient une forme de stabilité dans l'emploi, surtout quand on sait qu'aujourd'hui la majorité en fait des contrats qui sont aujourd'hui des premiers contrats de travail sont des contrats précaires, et que ce sont les jeunes qui sortent de formation, qui sont dans des premiers emplois, qui vont être systématiquement à qui vont être proposés systématiquement ces types de contrats précaires. On a une loi qui est faite sur mesure pour précariser encore plus, et puis pour licencier encore plus. Et là aussi, on sait que ça va être dans les plans de licenciement, les premiers arrivés,
celles et ceux qui ont le moins d'expérience, celles et ceux qui ont y compris le moins de connaissances du monde du travail, de moins d'attaches avec des organisations syndicales pour connaître leurs droits, qui vont être les premiers licenciés. Et c'est ce que facilite la loi travail aujourd'hui du gouvernement Macron. Donc pour conclure et aussi revenir un peu sur ce qui nous rassemble aujourd'hui avec le plan B, je crois qu'il est clair, et ça c'est y compris au début de l'ONU, j'en parlais, et tout un ensemble d'études qui le montrent, que les politiques menées d'austérité vont fragiliser notamment les femmes et la jeunesse, parce qu'elles précarisent l'ensemble, et ce sont les secteurs qui sont déjà les plus fragilisés. Et c'est pour ça que fondamentalement notre plan B, c'est d'abord un plan B qui est féministe, qui se doit d'être féministe, parce que développer les services publics, augmenter les salaires, exiger l'égalité de salaire réel, ce sont des revendications que nous portons tous et toutes, et qui sont des revendications fondamentalement féministes. Et puis surtout pour nous, parce que la perspective, c'est une perspective de transformation sociale guidée par l'exigence écologique, parce que nous avons ce que nous appelons cet avenir en commun en France à construire ensemble. Nous savons que la jeunesse doit jouer un rôle fondamental dans ces transformations. C'est pour ça qu'il nous faut une formation, un savoir qui ne soit pas soumis au diktat du marché. C'est pour ça qu'il faut donner les moyens à une jeunesse, par exemple avec une allocation d'autonomie, de pouvoir se former sans avoir besoin de travailler, sans vivre dans des conditions précaires. Et c'est pour ça qu'il faut développer des champs, des nouveaux champs dans la transition écologique, où des millions d'emplois nécessiteront une formation extrêmement avancée pour la jeunesse dans tout un ensemble de secteurs, de la technique à la science juridique. Et ce sont les perspectives que nous portons en France avec le programme L'Avenir en commun, mais dans tous les pays européens où nous existons, comme perspective de relance de l'emploi et de stratégie de transition économique. Et je pense que ce sont les axes sur lesquels nous avons encore à travailler et que nous aurons à développer dans les prochaines années, notamment dans la perspective des élections européennes, pour montrer qu'il y a aujourd'hui une alternative à la précarité à perpétuité à laquelle condamnent les États, tous les peuples d'Europe, et que l'avenir féministe, l'avenir de la jeunesse, c'est celui que nous proposons dans le cadre du plan B. Merci. Merci beaucoup.